Bienvenue sur Wounded Women Podcast, la voix des femmes résilientes. Ici, je mets en valeur votre parcours de femmes blessées par la vie, que ce soit des cicatrices visibles ou invisibles. J'interroge aussi des experts et des professionnels de santé qui nous partagent leur expérience et leurs conseils. Si vous cherchez des réponses, du réconfort ou de la reconnaissance de ce que vous avez vécu, alors vous êtes au bon endroit. Si votre quotidien avec votre cicatrice est parfois difficile, qu'elle soit issue d'accidents, de maladies, de chirurgies réparatrices, de naissances, alors vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici, pour qu'aucune femme ne reste seule. Vous êtes les super-héroïnes du quotidien par la résilience et la force dont vous faites preuve à chaque instant, et ce podcast est le vôtre. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de cicatrice en super-héroïne. Si vous voulez rencontrer d'autres femmes qui ont les mêmes cicatrices que vous, si vous cherchez à mieux vivre votre quotidien, si vous cherchez des conseils, une lingerie adaptée, alors retrouvez-nous sur Wounded Women officiel sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok et notre site internet. Vous écoutez Wounded Women le podcast, la voix des femmes résilientes, votre voix. Dans cet épisode, j'ai enregistré Naïs. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la petite différence de son qu'il y a entre ma voix et la sienne. Je vais m'améliorer pour les prochains enregistrements, mais cet épisode vaut le coup. Il est militant pour la qualité de notre santé et je remercie Naïs encore d'avoir parlé sur ce podcast et fait part de son témoignage et je m'excuse encore pour cette petite différence de son. Belle écoute. Bonjour Naïs. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le podcast La Voix des femmes résilientes. Est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu le souhaites? Oui, merci à toi de m'accueillir tout d'abord. Du coup, je m'appelle Naïs, j'ai 32 ans, je suis sage-femme et je pratique depuis 8 ans. Actuellement, je fais une petite pause dans ma vie puisque j'ai fait un burn-out il y a 5 mois par rapport à nos conditions en tant que sage-femme, où on est très peu considéré, où il y a en fait un gros problème dans nos structures par rapport aux effectifs. C'est-à-dire qu'en fait, on est trop peu nombreuses pour prendre en charge des couples de plus en plus nombreux, puisqu'en fait, les petites structures viennent à fermer. Donc, dans les grosses structures, on peut se retrouver avec une patientèle assez conséquente, mais des équipes toujours Restreinte. réduites, restreintes. Mm. Voilà. Et pour moi, ça contribue aux violences gynéco-obstétricales parce qu'en fait, en courant tout le temps de partout, on ne peut pas être avec le couple, on ne peut pas aider nos patientes comme on le souhaiterait. Et donc, pour moi, ça contribue au fait que les femmes subissent des violences. Typiquement, une femme qui souhaiterait accoucher sans péri, vu qu'on ne peut pas l'aider et l'accompagner, eh ben, elle va plus facilement demander une péridurale alors que ce n'était pas son souhait et que potentiellement on aurait été avec elle, on aurait pu faire en sorte de la soulager, de l'accompagner dans sa douleur. Et on sait très bien qu'à partir du moment où on pose la péridurale, on se mobilise moins bien, on va être en station allongée sur le dos. On sait que c'est pas ce qui favorise la descente Mm. du bébé. Et tout ça, ça peut contribuer à des extractions, Ouais, à utilisation des, des instruments. ouais, voilà, à des césariennes, Mm. voilà, à multiples choses qui, moi, à mon sens, ne devraient pas être aussi fréquentes, ou Mm. du moins ne devraient pas se passer dans les conditions dans lesquelles ça se passe à l'heure actuelle. Et oui, donc toi tu dirais que, puisqu'on parle beaucoup de cicatrices sur le podcast, toi tu dirais que bah, justement ce manque de personnel, Mm, ce manque d'accompagnement, là dans le cadre de la gynécologie de la maternité, ouais. ça peut être, comme tu disais, bah, l'occasion de peut-être de césarienne qui aurait pu être potentiellement évitée s'il y avait un accompagnement du travail peut-être un peu plus Mhm, approfondi, une femme, une sage-femme, ouais. ou peut-être aussi des déclenchements où il y a un suivi moins régulier, puis finalement ça termine en césarienne. Mhm. Euh, Moi, j'ai vu des cas assez récurrents, par exemple, de femmes qu'on déclenche parce que le gynéco doit partir en vacances. Donc en fait, elles se mettent pas en route spontanément. On leur explique pas vraiment. Bon, il n'y a pas vraiment d'informations claires et éclairées. Donc on les déclenche, ça marche pas forcément.
Et donc là, on va proposer assez rapidement une césarienne ou alors des déclenchements qui n'ont pas lieu d'être et qui vont là aboutir à une césarienne parce qu'il va y avoir des ralentissements, etc. Mm. Euh, Oui, parce qu'il me semble que lorsqu'il y a des déclenchements, le taux de césarienne, enfin, disons que l'aboutissement d'une césarienne d'un déclenchement, je sais plus le pourcentage, mais c'est assez ouais, c'est important, il ça. me Les semble. études, elles sont formelles. Il y a un risque plus important de césarienne quand on est déclenché Mm. que quand on se met en route spontanément. Forcément, hein, c'est des contractions qui arrivent, qui sont plus douloureuses d'emblée, qui vont être plus rapprochées, avec des bébés du coup qui peuvent mal supporter les contractions, du coup des anomalies du rythme qui sont un peu plus fréquentes. Euh, donc voilà, moi c'est des prises en charge qui me choquent. Mm. Je trouve que c'est pas normal qu'on déclenche une femme sous prétexte qu'on doit partir en vacances. Mm. Alors moi ça me paraît aberrant, mais Et j'imagine que c'est pas dit à la femme, enfin à la mère en l'occurrence. Elle sait bah, pas tellement pourquoi on lui propose ce dispositif, j'imagine. elle le sait, mais vu qu'elle a été suivie par ce praticien ou cette praticienne, ce que je comprends, c'est qu'elle ait envie que le praticien ou la praticienne soit là au moment de la Ah oui. naissance. Mm. Donc, ok, s'il faut déclencher une semaine plus tôt pour que le praticien ou la praticienne soit là, ben, je le fais. Mais après, est-ce qu'il y a une réelle information sur les risques et sur la majoration justement du Mm. risque de césarienne ou de complications, hein, Ah parce oui, que bien sûr. euh, ça, je sais pas si l'information est réellement donnée. Et est-ce que tu dirais du coup, donc on a parlé des césariennes, mais que du coup, dans ces cadres-là, le risque que les femmes se retrouvent avec des cicatrices qui n'étaient pas prévues, que ce soit des déchirures importantes, que ce soit des épisiotomies, que Mm. ce soit des césariennes, est majoré par ce manque de personnel justement et ces conditions-là. Ça peut être majoré. euh, ouais, le défaut d'effectif peut majorer les mauvaises prises en charge, mais je pense aussi que c'est surtout une histoire d'habitude. Moi, je sais que dans la structure où je bossais, toutes les primipares, elles avaient droit à une épisiotomie. Ah ouais. C'était du systématique. Alors qu'on sait que les études prouvent Hmm, que l'épisiotomie ne préserve pas des déchirures exact. graves. Je confirme. Donc, le fait de couper pour préserver Hmm, potentiellement une déchirure qui n'aurait pas lieu ou alors une déchirure superficielle, hmm. je vois vraiment pas l'intérêt. Surtout qu'on sait que, alors encore une fois, c'est toi qui es l'experte, mais qu'une déchirure naturelle, encore une fois, pas trop grave, se Mhm, cicatrise mieux tout à fait. qu'une une épisio, parce que juste pour mon cas, moi j'ai eu une césarienne, mais j'ai aussi eu une épisio pour ma deuxième. Mhm, J'ai eu 15 points de suture, interne, externe. mhm, J'ai eu donc cette épisio, mais j'ai eu aussi une énorme déchirure interne. J'ai saigné pendant très longtemps, ils ont eu ouais. du mal à trouver d'où ça venait. Euh, bon, on est d'accord que c'est quand même pas des cicatrices ou en tout cas des plaies qui sont, comment dire, oui, ce sont pas des cicatrices qui sont anodines en termes de cicatrisation, de douleur et de handicap au quotidien derrière. C'est-à-dire qu'une épisio, ça cicatrise pas comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, on a tendance à nous faire croire que notre propre corps n'est pas capable Oui, d'accoucher un bébé et qu'il faudrait absolument nous couper le vagin pour que le bébé puisse sortir. Mais normalement, une épisiotomie, elle doit être faite que dans un... si c'est nécessaire, Ouais, si absolument. c'est nécessaire, vraiment en cas d'urgence extrême, une grosse bradycardie, voilà, des anomalies du rythme cardiaque fœtal qui font que là, à l'instant T, Mm, il faut absolument qu'on sorte ce bébé. mm, Mais la majeure partie du temps, il n'y a pas besoin. Et moi, de ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est un premier bébé, donc de toute façon, elle n'arrivera pas à le sortir toute seule. oui, c'est ça. Donc, on coupe. Ouais. Alors, c'est évident que si on coupe le vagin sur plusieurs centimètres, le bébé va sortir plus facilement. Mm, Mais on aurait laissé du temps à la patiente. Alors, c'est sûr que la position allongée sur le dos, les pieds dans les étriers, ça favorise pas. Mm. avec une péridurale qui est très très prononcée, on a moins de sensations. Donc, c'est sûr que ça prend plus de temps. Mm. Mais de couper en systématique, alors qu'on sait que les études prouvent que c'est délétère, c'est des cicatrices qui vont être plus douloureuses, c'est des Mm. cicatrices qui vont être plus hémorragiques, c'est des patientes qui vont se plaindre de douleurs pendant les rapports de manière Ouais. plus fréquente. Oui, Euh, parce que qui dit épisiotomie dit recoudre.
Ouais, et qu'on n'est pas toutes égales face à la cicatrisation sur toutes tout ces à fait. zones-là. Et puis, ben, j'ai envie de dire, une suture par une paire de mains. Donc, Mm. tout le monde ne va pas être cousu pareil Ouais. et va pas vivre pareil cette suture. Parce Mm. que, en plus, c'est une zone particulière avec des Tout à fils fait. qui sont résorbables. Enfin, c'est Ouais. pas rien, quoi. En fait, il faut savoir que quand ça se déchire spontanément, nous, on a quatre stades. Mm, Donc, il y a le premier stade, ça va être au niveau de la peau, puis après la peau et le muscle, mm, puis jusqu'au sphincter et jusqu'à la muqueuse mm. rectale, où là, c'est donc la déchirure qui est la plus compliquée. Oui, Mais donc, on peut très bien avoir juste des petites éraillures, donc c'est comme des petites griffures ou mm, juste une coupure au niveau de la peau. Et des fois, on n'a même pas besoin de suturer. On peut par exemple mettre de l'argile mm. euh, après la douche, après la toilette, et laisser la cicatrisation se faire seule. Quand on coupe et qu'on fait une épisiotomie, on coupe sur trois plans. Peau, vagin, muscle, c'est obligatoire. J'ai mal. Donc, ouais, d'emblée, on est dans une cicatrice Ah, c'est qui important. va nécessiter de recoudre et qui Mm. va nécessiter de recoudre sur trois plans. Donc, pourquoi ne pas laisser faire la nature? Et pareil, si jamais vraiment nous on voit que le périnée il est friable, que Oui, vraiment ça commence à se déchirer au niveau de l'anus, dans ce cas-là, on peut faire une épisiotomie pour préserver. bien sûr. Mais Non, mais disons pas systématique. jamais, mais Mm. jamais, mais ça devrait être interdit. Mais je sais que les vieux gynécos, on leur apprenait à l'époque, quand ils posaient un forceps, de systématiquement faire une épisiotomie. Mm. Donc c'est des habitudes qui sont à changer en fait. Mm. Et surtout quand on a des études à l'appui, Oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre avoir un acte médical pour la santé de la femme et de son bébé, ou enfin, ou ouais. euh, et donc ça qui est nécessaire, et des actes, comme tu dis, répétitifs, Mm, d'habitude, alors qu'a priori, les choses peuvent aussi se faire naturellement ouais. et que c'est pas nécessaire dans tous les cas. C'est Mhm, vrai que tu vois, par exemple, moi, sur mon épisiotomie, ils ont été obligés de la faire parce qu'elle était coincée dans le bassin et qu'elle n'arrivait pas à, en fait, elle n'arrivait pas à passer. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est quelque chose qui est connu, mais moi, j'avais un reste d'hymen. Et donc, en fait, mm, c'était obligatoire. En fait, elle aurait pas pu, c'était pas possible. Ça l'a gêné, ça aurait trop gêné. D'ailleurs, à partir du moment où il a fait l'épisiotomie, j'ai poussé, elle est sortie tout de suite. mm, Mais donc, dans mon cas, c'était nécessaire. D'ailleurs, il m'a demandé. Alors, je- avec le masque, les efforts, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me dit? ben ouais. Et du coup, j'ai la sage-femme et mon mari qui me dit, il demande s'il peut te faire l'épisiotomie. Donc oui, oui, je lui dis Oui, oui. toi, tu as eu Le... le consentement. Voilà, moi j'ai eu le consentement et en plus c'était nécessaire. Ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, pour l'avoir vécu, c'est pas du tout une cicatrisation anodine. Non. Donc c'est vrai que si c'est fait de manière automatique, alors que c'est pas nécessaire, je comprends que toi, d'un point de vue soignante, enfin ça te choque forcément parce que Bien derrière les sûr. soins après en maternité, Mm. bah voilà, les femmes elles demandent des antalgiques, enfin Moi, ce qui me c'est choque, c'est de me dire qu'il y a certains professionnels qui vont en faire en systématique ouais. depuis 40 ans Ah oui oui. et que moi, je suis sage-femme depuis 8 ans et j'en ai fait deux Ah dans oui ouais ouais ma bien sûr. courte carrière. Oui, c'est Et ça. en fait, tu as eu une cartographie du monde sur justement les épisiotomies. Et en fait, la disparité, elle est énorme. C'est-à-dire que dans les maternités niveau 3, qui sont souvent des CHU, donc des centres universitaires où on est au fait des dernières recommandations, les taux, ils peuvent être de 0,3% Ah ouais. d'épisiotomie. Et dans les niveaux 1 ou Clinique donc. cliniques, et ben là, les taux, ils peuvent monter à 45%. Et qu'est-ce qui explique ça à ton avis? Non-respect des recommandations. Du coup, c'est des petites structures, donc il y a peu de regard sur ce qui est Hmm. fait. Souvent, dans les CHU, on a des praticiens qui sont quand même jeunes, qui sont quand même au fait, voilà, des recommandations et qui ont à cœur de les suivre. Oui, puis peut-être d'enseigner ce qui est de plus récent Ouais, finalement. exactement. Et Ouais. moi, je sais que dans les cliniques où j'ai bossé, c'était des praticiens assez âgés, du coup, qui ont appris comme ça et du coup, qui continuent de pratiquer de cette manière-là parce que c'est comme ça qu'on leur a appris et sans remise en question. Hmm. Et parce que voilà, on part du principe, ah, mais de toute façon, ça cicatrise bien. Sauf qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a énormément de femmes qui se plaignent de douleurs pendant les rapports, Hmm. même qui décrivent des postpartum où elles peuvent ne pas s'asseoir pendant 2 mois. Ouais, avec des vulves hyper gonflées, hyper démaciées, même des sutures qui vont lâcher, des épisiotomies ou des déchirures qui vont s'infecter.
Enfin, c'est pas anodin, quoi. Et même un point dont on parle peu, alors je me reconnais complètement dans ce que tu dis, et je pense que plein de femmes qui nous écoutent aussi, en tout cas qui ont accouché, c'est les fils. Moi, mon corps détruit les fils résorbables en 24 heures. Ah oui. Heureusement, je l'ai su parce que j'ai eu une cicatrice au front où, en fait, en 12 heures, j'avais plus de fils, ma cicatrice est rouverte. Donc, j'ai su que j'avais un terrain, puisque c'est familial, où on les digère tout de suite. Donc, quand il m'a fait l'épisio, je lui ai dit. Et pour le coup, j'ai eu des fils donc à résorption lente. Mais sauf que, ben oui, sauf que ton corps cicatrise et que les points, ils sont toujours là. En fait, le temps, c'est pas, cette zone-là n'est pas faite pour accueillir ce type de fil. Donc, c'est pareil, ça, enfin, d'autant plus à pas prendre à la légère on n'est pas égal sur la qualité de cicatrisation et sur la manière dont on va ou pas traiter, enfin notre corps va digérer ou non ces Ça fils. reste entre guillemets un corps étranger. Ah ouais, ouais. Donc ouais, en effet, moi j'ai l'inverse, j'ai une copine qui les absorbe pas du tout, enfin Ah oui, qui les qu'il garde, garde. ouais. Ouais, ouais. Et donc ça finit par faire des kystes, c'est très compliqué, elle est Ah obligée de ouais, se les faire enlever parce ouais. que son corps C'est vrai qu'il y a ouais, les ouais, les deux deux cas. extrêmes. Ouais, bien sûr. Euh, et oui, en fait, il faut quand même s'imaginer qu'une femme qui vient d'accoucher, qui a son enfant, elle va souvent s'asseoir. En fait, elle va solliciter ce périnée ou même la cicatrice de Ouais, césarienne. complètement. Euh, et donc, ouais, faut garder ça en tête. Et si on peut éviter de créer des dommages Qui sont pas qui nécessaires. sont pas nécessaires, enfin, Mm. voilà. Après, voilà, moi, c'est mon avis, mais moi, de le faire en systématique, pour moi, c'est de la mutilation. C'est vraiment, Ah oui. Mm. C'est important de mettre les mots. le mot est fort, Ouais. mais c'est vraiment partir du principe que la femme n'est pas capable. Et pour moi, c'est un geste qui est fait par le praticien pour accélérer ou Pour son confort à pas lui par finalement. flemme, mais ouais, pour oh bah ça va être plus facile. Mm. Alors c'est sûr que faire pousser une dame 10 minutes, faire une épisiotomie, le bébé va sortir plus rapidement que de la faire pousser 30 ou 40 minutes. Sauf qu'en fait, bah, ça c'est la vie. Et donc s'il faut que la femme elle pousse 40 minutes, 50 minutes avec un rythme qui est parfait, et ben on Je la laisse dirais pousser. la femme et le bébé. Parce Et que le bébé, peut-être que le bébé il a besoin aussi de ce temps-là de chemin. tout à Peut-être fait, que lui, une naissance en 10 minutes, c'est pas bon pour lui tout non à fait. plus. Surtout, on le répète, dans la position sur le dos avec les pieds dans les étriers, qui n'est pas du tout une position qui favorise en fait la pesanteur. Oui. Allô, Euh, messieurs, la gravité la n'est pas gravité, horizontale. ouais. Donc ouais, Ouais. ouais, voilà. Et oui, du coup, tu disais que c'est un monde que du coup tu quittes pour créer quelque chose par toi-même. Ouais. Du coup, tu pouvais finir de présenter justement où t'en es et Du coup, j'ai voulu faire le DU de santé sexuelle et droits humains parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai toujours été hyper à l'aise pour parler de sexualité avec mes amis, avec mes patientes, mais qui me manquait quand même ce travail sur le côté psychologique, psychique, et même les outils en fait en santé sexuelle pour pouvoir accompagner mes patientes, par exemple, qui souffrent justement de dyspareunie, donc de douleurs pendant les rapports, ou de vaginisme, ah oui, mais aussi parce que je trouve qu'on a un gros manque au niveau de l'éducation sexuelle, que oui, ce c'est soit vrai. chez nos jeunes, mais même chez nous, même chez les femmes qui connaissent très peu leur cycle, Ouais. qui Leur connaissent corps. très peu leur corps, qui connaissent très peu ce qui se passe dans leur culotte. Oui, c'est ça. Beaucoup se sentent sales. Euh, voilà, j'avais l'impression qu'il me manquait énormément de connaissances, même si j'en avais quand même pas mal de par ma formation. Donc voilà, je me suis lancée dans ce DU et ça a été ouais, une des meilleures décisions que j'ai prises parce que je rencontre des professionnels dans ma classe, donc qui sont des médecins, des sages-femmes, des kinés, des psychologues, Mm. euh, qui ont, qui sont touchés exactement comme moi, enfin qui ont cette sensibilité là autour de l'éducation à la sexualité. Et du coup, en première année, on nous demande de faire un essai et donc de trouver un sujet. Et moi, ça coulait de source que j'allais faire sur les violences gynéco-obstétricales et sur les conséquences qu'ont ces violences, parce que du coup elles sont très peu dépistées et surtout on ne sait pas vraiment ce qu'elles produisent chez les femmes et en fait les conséquences elles sont multiples, elles sont bien évidemment psychiques et physiques mais elles sont aussi économiques, elles sont aussi professionnelles, elles sont aussi dans le couple, elles sont aussi dans la relation que la mère elle va pouvoir avoir avec son bébé et du coup je me dis que les mettre en avant ça va alerter les professionnels
Et donc, ça va leur donner envie, si je puis dire comme ça, de les dépister pour pouvoir derrière mettre en place des prises en charge adéquates. C'est-à-dire que par exemple, une femme qui aurait subi des violences obstétricales ou gynécologiques va moins aller faire son Tout suivi à fait. gynéco, donc soit chez une sage-femme, soit chez un Ouais, gynécologue ou une gynécologue. Donc on va peut-être passer à côté de, peut-être pas de maladie, mais peut-être de soucis de santé. exactement. Euh, Dans les conséquences psychiques, il y a le fait qu'en fait ces femmes elles sont traumatisées, qu'elles peuvent avoir donc des syndromes post-traumatiques qui va faire qu'elles vont être dans une errance médicale. mm. Elles ne veulent plus consulter, mais que ce soit pour leur santé à elles, au niveau de la sphère gynéco, mais aussi pour toute autre pathologie. Donc elles ne vont plus aller voir leur médecin Ah oui, ah généraliste, oui. Mm, leur ophtalmo, si elles ont des mm, lunettes, je dis n'importe quoi. Par contre, souvent elles continuent d'aller voir le pédiatre pour leur enfant, mm. mais ce qui concerne leur santé, elles oublient complètement, enfin elles arrêtent complètement. Elles peuvent ne plus du tout vouloir être enceintes. Ah oui. Donc un non-désir d'enfant Qu'elle s'explique peut-être pas forcément d'ailleurs. Ouais. Non mais, Ça, je sais pas, mais en tout cas, c'était des femmes, voilà, qui étaient désireuses d'avoir un enfant, qui aiment leur enfant, mais qui, c'est pas qu'elles veulent plus d'enfants, c'est qu'elles veulent plus de prise en charge ah oui, gynéco-obstétricale d'accord, pour ne plus subir de violence. d'accord. Ça va être des femmes qui vont, elles, vouloir des enfants, mais qui vont ne pas du tout faire de suivi, et donc on va Mm, retrouver à 9 mois ouais. sans une écho, sans... Et ça représente beaucoup de femmes? je saurais pas te dire. Je sais pas s'il y a des études. D'accord. Moi, je sais que quand je bossais en Guyane, ça nous arrivait d'avoir des patientes qui arrivaient à terme, mais c'était des patientes qui vivaient au Brésil, qui vivaient au Suriname, et du coup Ah qui oui, n'avaient pas eu d'accord, le choix. d'accord. Je sais pas s'il y avait des contextes de violence vraiment à proprement parler. En tout cas, moi, dans ma pratique, j'ai eu vraiment des femmes extrêmement marquées par des violences obstétricales, avec une prise en charge pluridisciplinaire où il y avait le pédopsie qui venait au moment des consultations parce qu'elle pouvait faire des crises d'angoisse, des attaques de panique. Mm. Euh, Oui, et puis alors en plus, si on est une femme qui a un vécu où on a déjà subi des violences, bien sûr. déjà avant, qu'en Mm, plus on subit des mm, violences obstétricales, j'imagine que les conséquences psychiques sont terribles. ah ouais. Voilà, c'est une femme de base qui subit des violences à la maison. Mm. Mais en fait, il y a des études très claires là-dessus. Les femmes qui ont été victimes d'abus dans l'enfance, surtout des violences sexuelles, elles sont plus à risque dans leur vie d'avoir à nouveau des abus et des violences. Donc en fait, il y a une grosse partie de nos patientes qui ont été violentées, qui ont en fait déjà subi des violences, à qui on n'a pas posé la question, qu'on va examiner de manière brutale parce que le consentement, c'est un peu le point noir de nos formations. Et en fait, à qui on va créer ce qu'on appelle des ressauts, des réminiscences. En fait, on va leur rappeler la violence qu'elles ont subie, le viol qu'elles ont subi. Donc en fait, là, on entre dans un engrenage qui est terrible, alors que normalement, dans l'anamnèse, quand on reçoit une patiente, on devrait lui demander systématiquement, est-ce Bien que vous sûr. avez déjà vécu des violences? Ouais. Et en fonction de ce qu'elle nous répond, bien évidemment qu'une patiente qui a été violentée, qui a été abusée dans l'enfance ou même plus tard, on n'examine pas De la même de manière. la même manière. Bien sûr. Même si ça devrait être comme ça pour toutes les patientes, mais celle-là encore plus, quoi. Mm, 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 mm. Surtout que moi, je répète, l'examen gynéco n'est pas obligatoire. Quand tu examens gynéco, tu veux dire le fait de faire un toucher vaginal, par exemple. Exactement. Ouais. Même de palper La les poitrine, seins, oui. ouais. C'est à partir de 25 ans. Mm. Donc, je sais pas Oui, toi, parce qu'il y a hein, quand mais même les moi, dépistages à faire, quand même, il y a ah, quand même des dépistages à faire où tu es obligé quand même d'avoir un geste enfin, sachant que intrusif. rien n'est jamais obligatoire. D'accord. Alors, c'est bien évidemment extrêmement Recommandé, oui. recommandé, mais si jamais à 25 ans tu vas voir ton gynéco que tu n'as pas envie qu'il t'examine, que tu viens juste pour une prescription de pilule, s'il te dit ben non, moi je suis obligé de t'examiner si tu veux ta pilule, bah là tu te lèves, tu sors sans payer, tu appelles l'ARS et tu le dénonces parce qu'en fait Ah oui, c'est un peu comme on dit, le client est roi, le patient est roi. En fait, quand tu viens pour une contraception, la seule chose qu'il doit faire, c'est te poser quelques questions sur tes antécédents et te prendre l'attention. ah oui. C'est tout. Je vais dire le poids, mais oui, d'accord. Et bien évidemment, si tu es en surpoids ou diabétique, mais ça, dans l'anamnèse, Il va le dans le voir. Oui, questionnaire, oui, il va le voir. d'accord. Mais il n'y a pas besoin de se faire palper les seins ou de faire la prévention du col de l'utérus pour avoir une contraception. Et ça, il faut le garder en tête. On a le droit de dire non à chaque fois, à chaque moment. Mm. Et moi, je sais que j'ai été examinée depuis que j'ai 15 ans, alors qu'en fait, il n'y a aucune nécessité.
Et je me dis que c'est quand même hyper impactant à 15 ans de se faire examiner par un mec qui a 30 ans de plus que toi, même si c'est un professionnel de santé, qui plus est qu'il te met complètement à poil, Mm. parce que c'est ce qui se fait encore, c'est ce qui s'est beaucoup fait euh, dans les années, enfin, il y a quelques années. Et ça, c'est inadmissible aussi. Même si c'est un professionnel de santé, c'est jamais confortable de se retrouver complètement nu face à un inconnu. Ouais. Surtout un Euh, homme quand t'es une femme ou quand t'es une jeune fille, c'est Exactement. compliqué. Alors que on peut te faire déshabiller l'eau, on peut même palper sous le t-shirt, Mm. refaire mettre le t-shirt, puis faire enlever le bas, puis Oui, c'est examiner. ça. Oui, On peut oui. couvrir la patiente. En fait, ça devrait être obligatoire Oui, pour oui. préserver son intimité, sa pudeur, préserver le fait qu'elle est chaud. Enfin, tu Mm. te rends compte quand t'es toute nue, déjà t'as froid, Mm. t'as honte, t'es Mm. gênée, on Mm. te met les pieds dans les étriers c'est froid. Mm. Enfin, tout fait que t'es mal à l'aise, quoi. Ah, mais ça, c'est sûr. Non, mais ça Enfin, c'est évident et c'est vrai que c'est des expériences qui peuvent, comme tu dis, faire que les femmes derrière bah, ne retournent pas voir leur exactement. médecin. Il suffit d'une consultation pour C'est être ça. Et traumatisé, c'est vrai hein. il y a beaucoup de prévention sur les cancers, mais c'est vrai qu'une femme qui aurait été un peu malmenée comme ça, qui aurait subi des violences gynécologiques ou Ouais, obstétricales plus jeune, elle sent un truc bizarre dans sa poitrine, peut-être qu'elle va pas avoir ouais. tout de suite le réflexe d'aller consulter si elle a perdu cette confiance. Mais Tout à fait. Et puis à qui c'est, tu le dis oui, quand c'est tu as vécu des violences gynéco-obstétricales? exactement, exactement. Ouais, on discutait de ça tout à l'heure, c'est qu'on se sent un Hein? peu, même nous-mêmes, un peu honteuse au fait Ouais, quelque part du rendez-vous alors qu'on n'y est pour rien. ouais. Et puis voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'imagine qu'il y a plein de moments où on ne sait pas si on a vécu une violence ou pas, Ouais, ouais. mais en tout cas, une Est-ce que chose est c'était sûre, normal? Est-ce que c'était pas normal? Ouais. exactement. Mm. En tout cas, moi, une chose est sûre, c'est que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si en sortant d'une consultation, vous vous êtes senti mal à l'aise, vous avez senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est que quelque chose n'allait pas. Faites-vous confiance. Et voilà. Et après, le verbaliser, c'est compliqué. C'est pour ça que si nous, en tant que professionnels de santé, on pose la question, Mm. on ouvre la porte à ce que les femmes puissent se confier. Mm. Et ça, c'est hyper important parce que je pense qu'elles n'ont pas cette possibilité-là. Ouais. Et donc, si on n'en parle pas, ben, on le garde pour soi. Et donc, ça crée des traumatismes qui impactent dans notre vie et qui peuvent perdurer sur le long terme, quoi. Et du coup, quel conseil, si tu devais donner trois conseils aux femmes, du coup, dans le cadre de leur suivi gynécologique, qu'elles soient enceintes ou pas, parce que je rappelle qu'on peut voir une sage-femme pour son suivi de santé Tout à de fait. femme, tous les Toute sujets sa qui, vie, voilà, ouais. toute sa vie. C'est pas que quand on est enceinte ou qu'on a un désir d'enfant. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu donnerais si tu devais donner trois conseils aux femmes en général, dont un par rapport qui serait lié à aux cicatrices quelles qu'elles soient. Mais si tu devais donner trois conseils, qu'est-ce que ce serait? Par rapport au suivi gynéco, Ouais, c'est dans ça le que tu dirais? suivi gynéco, est-ce que tu aurais trois conseils à donner? Alors, le premier conseil qui paraît basique, mais n'hésitez pas à utiliser comment on appelle ça, le bouche à oreille. Mm, Demandez à vos copines qui est-ce qu'elles vont voir, que ce soit un gynéco ou une sage-femme. Essayez d'aller directement vers des professionnels de santé qui sont safe. mm. Alors, je sais que les délais d'attente, surtout pour les gynécos, ils sont assez importants. D'où le fait d'aller D'où le voir des fait d'aller voir des sages-femmes. sages-femmes à partir du moment voilà, où vous êtes puberre, à partir de votre première règle jusqu'à la ménopause. Une sage-femme, elle peut s'occuper de vous parce que justement, la sage-femme, c'est la physiologie. Et jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas malade. Donc, pour le dépistage, la prévention. Et puis voilà, même si vous avez une mycose, une petite infection urinaire, nous, on a un droit de prescription qui fait qu'on peut vous prescrire ce qu'il faut. Et voilà, ça arrive dans la vie d'une femme et c'est pas du tout pathologique. Il y a un site qui s'appelle Ginanco WordPress et en fait, ça recense tous les professionnels de santé LGBTQIA friendly. C'est un groupe féministe militante où, en fonction de ta région, tu peux retrouver tel ou tel professionnel où tu sais que voilà, c'est des professionnels qui sont bienveillants, qui sont inclusifs, où bah, normalement tu vas être bien reçu, quoi. D'accord, je mettrai la Donc, référence, c'est ouais. important. D'accord. Donc, ça t'évite, voilà, de te retrouver face à un professionnel qui va t'infantiliser, qui va être paternaliste, qui va te Mm. juger sur ta tenue, ton poids, parce qu'il y a aussi énormément de grossophobie. Ah oui, oui, j'ai eu beaucoup de retours moi aussi en rapport Ça, avec les césariennes de femmes qui mais témoignent. oui, C'est très impressionnant. c'est Mm. terrible, quoi. Les nanas, elles décrivent que dans la consultation, le médecin ou la sage-femme a passé plus de temps à leur parler de leur poids Mm. et de la façon dont il fallait qu'elles perdent du poids que de parler de pourquoi elles étaient venues, quoi. Non mais tu te rends compte que Enfin, quand tu es enceinte, déjà rien que quand tu es enceinte et que tu fais tes consultations, tu sais, mensuelles, ouais, on te parle de ton poids, ouais. que tu es enceinte, que tu as pris trop de poids. Mm, Alors, j'ai envie de dire,
Euh, je connais des femmes hyper minces qui ont pris beaucoup de poids pendant leur grossesse alors qu'elles n'ont rien fait de particulier au niveau de leur alimentation. Donc, on va se calmer, mais rien que déjà quand tu es enceinte, le poids est un sujet. Alors, si en plus tu es un peu en surpoids, X, enfin, quelle que soit la raison de ta vie, mais je veux dire, t'as pas à passer une demi-heure de remontrance et qu'on te parle encore de ton poids. Et c'est vrai que sur justement tout ce qui est chirurgie de l'abdomen, moi j'ai beaucoup de femmes qui me font des retours justement sur les remarques qu'elles ont subies liées à leur poids et c'est vraiment très choquant. Parce que si on remplaçait les termes par des termes justement, je sais pas, par exemple sur les couleurs de peau, on trouvera ça tout de suite horrible. Et alors là, ça concerne le poids, ça choque moins. Ben non, c'est tout aussi choquant. C'est une très grosse discrimination. Et ouais, non, t'as raison, faut en parler aussi de ça. Ah ouais, ouais. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, sur Instagram, j'ai énormément de jeunes filles qui viennent témoigner de cette grossophobie-là, qui en souffrent énormément et à nouveau qui ne veulent pas aller. Ouais, Donc tu disais, premier conseil, d'aller vers des professionnels de ouais, santé qu'on nous recommande, conseils bienveillants, pour se remettre en confiance aussi pour le ouais, suivi long terme. tout à fait. Après, Euh, moi, je trouve qu'il y a pas mal de professionnels de santé qui font un travail remarquable sur les réseaux, comme on parlait tout à l'heure, Juju la Gigi, Charline Sage-Femme, et même Émancipée, que j'adore. Je ne sais pas si tu suis par rapport au cycle féminin. Et moi, je trouve que pour reprendre confiance et puissance en son corps, il faut le connaître. Mm. Et donc, grâce à ces comptes-là, vous pouvez avoir accès à de l'information qui est facile, qui est ludique, Mm. souvent avec des petits schémas, etc. Et ça permet aussi d'aller voir le professionnel de santé et de lui dire, mais en fait, moi, je sais pourquoi je viens. Alors, je sais peut-être pas ce que j'ai, mais voilà, je me suis renseignée. Et de se placer dans une relation horizontale où il n'y Mm. en a pas un plus haut que l'autre. C'est pas le soignant sachant, moi je sais rien, j'arrive. Euh, et je trouve ça hyper intéressant Ouais, dans ça une donne un relation de accès au soins. savoir. Exactement. Une Mm. accès au savoir. Et puis surtout de pouvoir, alors, Avoir un échange aussi. un échange, exactement. Mm. Vraiment ce truc de relation On horizontale pour reçoit pas moi. la bonne parole Exactement. sans la comprendre, qui des fois peut potentiellement être à côté du diagnostic Ouais, parce que nous, on a quand même des symptômes qui sont pas entendus, mais si, c'est bien ce qu'on ouais. vit. Enfin, Et pareil, ne pas hésiter aussi. Alors, je sais que nous, dans la sphère gynéco-obstétricale, ça touche l'intime, donc, mais pas hésiter à se faire accompagner aussi d'une amie, d'un ami. ah oui. Moi, je trouve que bah, quand on est plusieurs, on se sent plus fort. Mm. Et voilà, de lui dire, si jamais il me fait une remarque sur mon poids, que moi, j'arrive pas à réagir, Mm. toi, réagis à ma place. Mm. Je pense aussi qu'il faut. Alors, je sais que c'est compliqué parce que quand on reçoit une remarque, on a vachement ce moment De sidération. de sidération. Mm. Euh, mais voilà, je pense que des fois, il faut. Alors, je vais pas dire arriver à taper des points sur la table parce que c'est pas l'image que je veux renvoyer, mais il faut ne pas hésiter à dire non, là, je suis pas d'accord. Et si nous, c'est pas possible de le faire, on peut demander à la personne qui nous accompagne. Et moi, je dis souvent ça aux, aux femmes que j'accompagne qui sont enceintes à leurs compagnons. Leur dire là, votre femme, elle va rentrer dans un moment où elle va être dans sa bulle. Mm. Et là, il va falloir que vous placiez en protecteur. Mm. Parce que ça se peut que les soignants ils aient des gestes un peu brutaux, un peu machin, ou qu'ils veuillent absolument l'examiner. Et elle, à l'instant T, elle est en train de gérer ses contractions, elle est en train de gérer sa douleur. Elle ne peut pas en plus Mm. dire bah non, là je veux pas. Et du coup, ce sera à vous de créer ce cercle de confiance, de protection autour d'elle, quoi. Ouais. Oui, Et, complètement raison. et voilà, c'est à peu près tout. Et si tu voulais qu'on reparle plus particulièrement des cicatrices, Oui, un petit conseil concernant ouais. les cicatrices. Alors moi, c'est pareil, tu vois, j'ai entendu tellement de choses et son contraire sur ce qu'il faut faire avec la cicatrice, que ce soit du périnée ou de la césarienne, parce qu'en fait, les protocoles, ils changent. Qu'avant, on demandait à nettoyer avec de la bétadine. Il faut savoir que la bétadine, c'est un désinfectant, donc qui tue les bactéries. Sauf qu'à la surface de notre peau, on a des bactéries qui sont des bactéries commensales, qui sont des bactéries qui sont en fait Utile. bonnes, Mm. utiles. Mm. Donc aller les décaper, c'est pas forcément une bonne chose. L'alcool, qui dit alcool dit ça dessèche. Mm. Donc pareil, ça peut faire en sorte que les bords du coup de la cicatrice, ils soient plus justement bord à bord et du coup ce dessèchement, ça crée une ouverture. Donc moi ce que je préconise, et c'est les recommandations, c'est de nettoyer avec un savon doux. Mm. Donc on évite alors, je sais pas si je peux citer une marque, mais tout ce qui est Ushuaïa avec des odeurs hyper fortes, tu sais, Mm. ça on évite. Il faut vraiment un savon sans odeur, Neutre. doux, neutre. Mm. Voilà.
Et si possible, sans perturbateur endocrinien, parce Ouais, qu'on a une cicatrice et que notre peau et notre flore, tout ça, exactement. sensible. Vraiment, ouais, Mm. le plus basique. Et donc, on peut nettoyer 1 à 2 fois. Ça sert à rien non plus de nettoyer Tu veux dire trop. par jour? Ouais, par jour. C'est-à-dire que les recommandations qui diraient, là je prends le cas de l'épisiotomie parce qu'on va aux toilettes, à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu Non, te nettoies, non, toi tu dis non. non. Pour moi, un petit coup de douchette si vous avez euh, dans votre Besoin toilette ou... Ouais. ou aller à la douche, Mm, mais vraiment rincer à l'eau claire. mm, Mais non. Après, bien sûr, si vous allez à la selle, ouais. euh, voilà, que vous sentez que c'est pas très propre, que vous avez pas réussi à bien vous nettoyer, pourquoi pas. Mais on Euh, désinfecte pas à chaque passage aux toilettes ou toutes les non, heures, quoi. non, non. Pareil, j'ai entendu des trucs avec le sèche-cheveux, qu'il fallait mettre du daquin, sachant que dans Oh le mon daquin, il Dieu, y a de la oh javel. mon Dieu, Mais j'ai entendu des conseils comme ça donnés par des professionnels de santé. quelle horreur. Non, on Le tape. daquin, on met le doigt dedans quand on a un panari, quoi. Oui, Quelle c'est ça. horreur, Non, mais quelle horreur. c'est choquant. Mm. Non, voilà, on nettoie. Derrière, on tapote avec une petite serviette. C'est quand même important que ce soit sec parce que du coup, le fait que Mais ce pas à soit sécher. mouillé, exactement, ça peut entraîner des macérations. Mais de toute façon, après un accouchement, on a des lochies. Mm. Donc, on va rapidement retrouver, là je parle pour de la cicatrice d'épisiotomie, on va rapidement retrouver cette humidité. Mm. Donc, moi, ce que je conseille, c'est plutôt de changer régulièrement les protections, Mm. euh, mais pas forcément Sécher, de ouais. laver régulièrement Oui, c'est ça. Ou d'assécher. d'assécher, Juste, voilà. voilà, Ouais, sécher. ouais. Ouais. Si jamais par contre la cicatrice venait à sointer, alors ça se peut qu'elle sointe pendant les jours qui suivent la naissance. Des écoulements de lymphe. Ouais, exactement. Donc ça c'est normal. Ce qu'il faut pas, c'est qu'il y ait une odeur ou que vraiment il y ait un écoulement purulent où là c'est vraiment jaune, vert, on ne peut pas passer à côté quoi. D'accord. Dans tous Euh, les cas, on consulte sa ouais, dans sage-femme tous les cas, on consulte sa sage-femme ou ou son pour la gynéco. césarienne, Oui, bien oui. évidemment son gynécologue. Ouais. Oui, parce que ce que tu dis, c'est là on parlait épisio, mais ça vaut complètement pour la césarienne aussi. Tout à Les fait. écoulements de lymphe, le nettoyage, comme tu disais, avec parcimonie ou si on en a besoin, mais il n'y a pas, voilà. Mm. Et de pas appliquer, comme tu disais, des produits Non. désinfectants Et pour moi, outrance. c'est vraiment cicatrice à l'air, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, je sais que ça, pareil, c'est praticien dépendant, mais pour moi, on a eu sa césarienne. Le lendemain, on va à la douche. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à demander un petit fauteuil, C'est ça. parce que des fois, la Ouais, c'est station, bien assis, ouais, ce qu'on ouais. disait. Après, se mobiliser, c'est hyper important Oui. et c'est indispensable. Mais le fait de rester debout sous la douche, ça peut être compliqué. Là, Mm, vous pouvez demander un petit tabouret, un petit mm. fauteuil, ça, il n'y a pas de souci. Bien mouiller le pansement, Ouais, comme pourquoi? ça, on peut le décoller facilement. Mm. Là, souvent, la première désinfection, ça peut être la sage-femme qui le fait avec une petite compresse, etc. Mais à partir du lendemain, vous nettoyez vous-même votre cicatrice avec le savon. Il ne faut pas hésiter à passer du coup entre les agrafes si vous avez des agrafes pour enlever les petites croûtes qui peuvent. Oui, ça c'est pas évident quand ça croûte effectivement entre les Ouais. agrafes parce que Puis quand on c'est sensible quand même. Au voilà, début, c'est ouais, difficile même de la toucher, de la oui, regarder. exactement. Moi, j'ai eu des patientes qui, pendant l'hospitalisation, ne voulaient pas la nettoyer. Et Mm. du coup, je la nettoyais moi tous les jours Mais parce ouais. qu'elles avaient du mal. Et ça, moi, je l'entends. Et je sais que c'est femmes dépendantes. Mais après, je leur dis, moi, je veux bien vous aider là pendant le séjour. Mais après Mais faut y je veux être arriver. sûre qu'à la maison, vous allez le faire. C'est Parce que ça. sinon, j'ai l'impression d'être délétère. Mm. Et du coup, Ou demander l'aide du conjoint ou exactement. voilà, ouais. Moi j'ai Exactement. des témoignages de femmes où c'est le conjoint qui a massé, qu'elle avait la cicatrice pendant des Bah mois, ouais, pourquoi pas. mais voilà, Ou tu sais, avec un petit coton, pas un coton, mais un petit gant, mm. mais qui est bien propre. Ou des fois, le fait que ce soit pas les Ah propres oui, doigts qui ah oui, oui, je touchent, vois ce que tu veux dire pour éviter que ce soit sentir avec ses ouais, doigts et oui, oui, je des vois ce que fois, tu veux dire. ça les aide pas Mais mal. c'est vrai que tu disais sur les petites croûtes, tu vois, moi je pense qu'on se souvient toutes hein, de la première fois où on a retiré le pansement. Moi je me revois me dire, allez, il faut que je la regarde, il faut que je la regarde. Ouais, Et c'est c'est impressionnant, pas hein. facile. Pourtant, moi je suis pas douillette et j'ai une forte résistance à la douleur, mais voilà, je me disais, il faut que je la regarde, il faut que j'y arrive. Et puis surtout, voilà, le sentiment d'échec lié à l'accouchement par césarienne. Donc je voulais vraiment, je me dis, il faut que je me prenne en main, quoi. Ouais, Et donc j'enlève le pansement, je le mouille, je l'enlève et tout, je regarde. C'est plein de bleu et tout, c'est pas facile. Et en fait, effectivement, on fait pas forcément la différence entre le rouge de la peau et les petites croûtes. Et c'est vrai que, comme tu ouais, dis, c'est important de pouvoir bien nettoyer pour le ouais. coup, parce que une fois Ça que peut les, empêcher la cicatrisation. Des voilà, fois, tu as les des bords à croûtes bord, qui, ouais, exactement. exactement. En fait, elles se mettent vraiment
entrent. Oui, c'est Et ça. donc, du coup, le fait de les enlever, ça permet vraiment à la peau de bien se rapprocher, quoi. Ouais, non, ça c'est super comme conseil. Ouais, Et puis bien sûr, en cas de doute, de toujours consulter. tout à fait. Même si on est rentré à la maison et que le Prado est fini, Ouais, rappeler, reprendre rendez-vous, dire à sa sage-femme que voilà, on a un souci, qu'on veut lui en parler et de pas rester avec sa cicatrice, que ce soit épidio ou césa, ouais, sans réponse, quoi. tout à fait. Je sais juste pour vous préciser, mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines cicatrices au niveau du périnée qui ne nécessitent pas forcément que ce soit recousu. Oui, Il y a certaines femmes qui appliquent de l'argile oui, 2 à 3 fois par jour. oui. L'argile, enfin le propre de l'argile, c'est d'assécher. Donc il ne faut pas attendre que ça assèche trop. Il ne Oh, faut bien pas sûr. laisser plus d'un quart Oui, d'heure, il faut 20 remouiller. minutes, et Ouais, il faut remouiller, quitte à réappliquer ouais. derrière. Voilà. Je sais qu'il y a certaines femmes qui le font et apparemment ça marche Alors bien. ça marche bien aussi sur les cicatrices de Ok. césarienne, ensuite, ou quel que soit l'endroit où on a une cicatrice, Ouais. appliquer de l'argile Ouais, même sur les seins, sur les montées de lait, les mais cataplasmes, même ça marche très bien. n'importe quelle cicatrice Ouais. cutanée, je sais que c'est une recommandation, ça marche très bien. Il y a deux choses. Un, ça peut ne pas marcher sur vous, parce que Ouais. en fait, c'est en fonction du corps, il y a des corps ça marche ou pas. Et deux, comme tu disais, quelle que soit la cicatrice, ou même une application d'argile pour jambes lourdes ou je ne sais quoi, ne jamais laisser sécher, toujours remouiller. Faut pas laisser l'argile sécher sur Ouais. la peau, ça c'est super important. Parce que ça Mais peut. Tu peux. avoir l'effet inverse. Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Non, super, Exactement. super conseil, super pratique. Mm, mm. Bah, merci beaucoup. Et oui, Et, tu voulais et rajouter quelque chose? du coup, pas d'alcool sur la Voilà. cicatrice. Ouais, Hein, ça, c'est vraiment hyper mauvais. Ça assèche, ça empêche la cicatrisation. Et il y a un truc pour moi qui est important, c'est le massage. ouais. Pour moi, il faut attendre au moins 3 semaines que du coup la cicatrisation se mette bien en place. Après, je sais qu'il y a des femmes qui le font avant. Après, il y a Euh, massage et massage. On peut juste faire des petits ouais, effleurements, tout à fait. juste mobiliser En un fait, petit peu sa du, peau, sans être si en train ça de faire un palpé roulé. ouais, c'est ça. En tout cas, au moins attendre l'ablation des agrafes Oui. ou des fils. Et puis voilà, passer le doigt autour déjà. Et puis sinon, après les massages, c'est donc faire des petits cercles. Mm, Ça va être passer de droite à gauche, en oui. dessus et Dessus. au-dessus. Mm, mm. Après, ça va être en haut, en bas. Ah, ça Et fait mal. après, il y a le fameux Rouler. roulé, où là, par contre, c'est assez douloureux. Et là, le but, c'est de casser les adhérences, Mm, de réactiver la circulation. ouais, Et tout ça, c'est hyper favorable à la cicatrisation. ouais. Et quoi utiliser pour masser? Alors, il y a des femmes qui aiment bien utiliser des huiles bio, style huile d'olive et huile d'amande. Et il y en a d'autres qui préfèrent des crèmes Des un crèmes. petit peu plus grasses Exact. qui s'assèchent plus rapidement. Parce que Oui. des fois, l'huile, en fait, Oui, ça reste un peu ça collant. reste, c'est Mm, chiant, ouais. mm, 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 Donc voilà, et ça, il y a plein de marques mm, mm. assez connues qui font des crèmes cicatrisantes, je pense, qui sont très très bien. Et puis, il y a le fameux aloe vera qui marche bien Ouais, aussi. tout Et à je sais que fait. moi, je l'utilisais aussi sur mes points d'épisio externes et ça fait Ouais, du bien parce qu'en fait, ça fait comme un coupe-feu un peu. Ça ouais. soulage quand, Mm, mm. surtout que l'aloe Bah, c'est vera ce se qu'on met quand conserve on au a des coups froid. de soleil, c'est vrai que ça marche Oui, très bien et en l'aloe fait, ça se vera. conserve au frigo en plus, donc ça fait un petit effet frais. Ouais, Je sais que ça marche bien. Et le massage, c'est vrai qu'on nous dit souvent qu'il faudra masser, mais on nous explique pas. Donc pas merci du pour tes tout. Pas recommandations du parce tout. que souvent on Ouais, nous dit qu'il faudra masser, ok, mais ça veut dire quoi? t'as raison. Et même si la zone est insensibilisée, parce que souvent c'est une zone où on a peu de sensations, Ouais. Vu qu'on coupe des petites terminaisons bah nerveuses, c'est bah vrai que oui. c'est assez Et du perturbant. coup, faut pas hésiter. Alors moi, ce que je recommande aussi, je sais pas ce que t'en penses, c'est bon, beaucoup plus tard dans la cicatrisation, c'est tu sais les brosses douces qu'on utilise aussi pour le système lymphatique. En Ok. fait, de brosser très doucement sur la cicatrice. Ah, tu veux dire les Euh, espèces de gants de crin un non, peu, non, pas les non? grandes crins, vraiment des brosses douces. Aujourd'hui, Ok. on peut trouver sur des certaines marques qui vendent des brosses douces en fait qu'on peut passer, Hmm. par exemple sur les jambes, quand on a les jambes lourdes. Enfin, ça marche très très bien. C'est vraiment en fait, ça réactive le système lymphatique. Ok. Et moi, j'ai trouvé que sur la cicatrice de césarienne, alors bon, qu'à plusieurs mois, hein, bien sûr, mais allonger par exemple, de se faire ces petits massages en fait sur la cicatrice, comme c'est une brosse toute douce, ça, ça assouplit doucement la peau, Ok. ça fait, en plus comme il y a plein de petits poils, ça, tu Hmm. vois, ça fait comme plein de petites sensations, je sais pas comment Ouais, ouais. expliquer, c'est moins franc et ça peut être une première étape aussi quand on veut rentrer dans la phase de massage, qu'on a du mal Ouais. et ça cassera pas les adhérences, mais ça permet aussi de réactiver la circulation. Mhm. Et c'est pas mal. Je donne Ouais, ce petit même au tips. niveau de la sensibilité, je Oui, pense qu'à ouais. force de passer la petite brosse, Ouais. peut-être que Et les ben, sensations peuvent je donne le revenir. petit tips parce que, notamment quand on a eu un gros hématome et qui a été Ouais. sur la cicatrice, qu'on n'a pas pu y avoir accès pendant longtemps, Mhm. c'est pareil de brosser aussi, passer la brosse douce comme ça sur cette peau, en fait, Ouais. et ça fait beaucoup de bien.
Et voilà, je donne juste le tips. Et je sais aussi pour les patientes qui ont vraiment du mal avec des cicatrices qui sont extrêmement adhérentes, on peut aller voir le kiné. Absolument. Il y a des séances qui sont remboursées et c'est vrai que bon, les kinés ils appuient un petit peu plus, même nous, hein, mais du coup c'est sûr que quand on se le fait pas soi-même, bah, du coup Bah oui. on a moins de scrupules, on va dire. Donc ouais, pareil, faut pas hésiter. Et je sais qu'il y a aussi de l'électrostimulation avec des appareils pile poil sur la cicatrice, mais ça c'est bien plus tard. Ouais. Mais je m'y connais pas du tout, mais je sais que j'ai eu quelques retours et apparemment ça marche très bien. Et pareil, l'aspiration, les machines LPG là, qui servent à faire les aspirations sur la cellulite, ils ont des tout petits embouts et qui peuvent passer juste sur la ligne de Yes. cicatrice et ça décolle en fait et ça aide en fait à affiner la peau, à justement décoller les adhérences. Donc les adhérences, tu peux aussi nous rappeler peut-être ce que c'est pour les filles qui savent pas, parce que des formes d'adhérence, elles savent pas ce qu'il y a derrière. On va dire que c'est des tissus qui sont collés les uns les autres et du coup ça adhère à la peau et donc ça fait qu'il y a une mobilité qui est amoindrie. Et voilà, et donc ça fait des cicatrices souvent qui sont plus importantes. Et donc c'est ça qui fait avec mal. des en gènes fait. potentiels Des aussi gènes, dans le mouvement. Ouais. Et du coup, voilà, donc ça c'est aussi un tips. Et effectivement, on peut demander des ordonnances pour du massage kiné et ça peut être une partie peut être prise en charge. Ouais, exactement. Tu voulais ajouter autre chose? Non, je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, il y aurait tellement Oui, on pourrait à parler dire des sur heures. le sujet. Ouais, d'accord. Et si tu avais juste un message à faire passer aux femmes là pour conclure, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire de... Alors, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est d'avoir confiance en elles, de leur dire qu'elles sont belles, qu'elles sont uniques, qu'elles sont singulières, euh, et que, voilà, nous en tant que professionnels de santé, on est là pour les choyer, pour les aider, pour les accompagner du mieux qu'on puisse. Euh, et voilà, c'est tout. Non, c'est déjà super, merci beaucoup. Et voilà, et comme on aime bien dire ici, il n'y a pas de cicatrice sans super-héroïne et on est chacune l'héroïne de son quotidien, même si on n'a pas de cicatrice. Et encore une fois, ça peut être des cicatrices physiques ou psychologiques. En tout cas, n'hésitez pas à consulter et on rappelle que pour sa santé en tant que femme, on peut consulter une sage-femme et pas forcément un gynécologue. Voilà. Bon, merci beaucoup Naïs. Merci à toi, c'était super chouette. Je suis contente que tu me donnes la parole sur ces sujets-là qui me tiennent vachement à cœur. Et merci pour ton projet, parce que toi aussi tu contribues à cet empowerment qui est hyper important. Donc voilà, merci à toi beaucoup. Merci beaucoup et puis je vous mettrai les références aussi où est-ce qu'on peut te retrouver si les femmes veulent aller voir ce que tu fais, peut-être échanger avec toi. Tu peux nous dire juste où elles peuvent te retrouver? Donc moi, mon compte Instagram, c'est les pourquoi de Naïs. D'accord, donc on peut t'écrire sur les pourquoi de Naïs et trouver plein d'informations. Merci beaucoup Naïs. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez, contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes forte et capable. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous.